Sauf qu'un trouble alimentaire, c'est un cercle vicieux. Plus on l'entretient, plus il se solidifie, plus il devient rigide et moins il est facile de s'en sortir. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 114, troubles alimentaires chez les athlètes et le rôle des personnes impliquées dans l'environnement sportif avec Alexia Demacor, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le balado d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller aux entraîneurs, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et ma contribution à des études sur le développement des professionnels de la santé. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Temps d'arrêt, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami Be a friend, tell a friend. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif, mais aussi à ton propre développement en travaillant un petit peu sur ton réseautage. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça concerne à peu près tout le monde qui est impliqué de près ou de loin, encore une fois, avec les athlètes. Parce que quand on parle de troubles alimentaires, il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont un impact là-dessus. Et je pense qu'Alexia nous explique ça avec brio. Et moi, elle m'a fait réaliser plein de choses pour un aspect de la nutrition, un aspect de la performance sportive qu'en fait, je connais pas vraiment. Et c'est une des raisons pour laquelle Alexia était là. Elle a été d'ailleurs hautement recommandée par plusieurs personnes et on peut voir tout l'étendue de son expérience quand elle nous parle des troubles alimentaires et toutes les nuances qu'on doit apporter, qu'on parle de joueurs de hockey ou bien de patineuses artistiques. Vraiment, là, ça a été riche du début à la fin en termes de nuances et de petites clarifications. Et on a parlé de ça aujourd'hui et Alexia est qualifiée pour parler de ça parce qu'elle est nutritionniste et docteur en nutrition sportive depuis 2005. Alexia travaille dans divers milieux sportifs et artistiques de haut niveau depuis près de 20 ans. Forte de son expérience, elle comprend les enjeux liés à la performance. Reconnue pour sa capacité de synthèse et de vulgarisation, ses interventions sont pratiques, réalistes et basées sur les avancées scientifiques. Elle a collaboré d'ailleurs avec l'Institut national du sport du Québec, des fédérations sportives nationales, le Cirque du Soleil et l'École supérieure de ballet du Québec. Son expertise inclut également la gestion des troubles alimentaires chez les athlètes et artistes. Avec Jody Richardson, PhD, psychologue, elle a cofondé Dare to Fuel Performance, visant à éduquer et soutenir les professionnels du sport et de la santé sur ces questions. Et je vous invite à aller voir leur page, aller voir leur site web. Moi-même, je l'ai consulté et on peut voir beaucoup d'informations très pertinentes par rapport à la nutrition et aux différents troubles alimentaires. Moi, j'ai eu du plaisir à enregistrer cette conversation-là avec Alexia. Elle a su naviguer avec brio les petits bugs techniques qu'on a eu et puis vous allez voir qu'on réalise l'étendue de son expérience vraiment quand elle navigue les différentes façons où est-ce que les troubles alimentaires peuvent se manifester chez les athlètes et il y a plein de petites choses là, que j'ai appris et je suis sûr que ça va être la même chose pour chacun et chacune d'entre vous. Là-dessus, merci à tout le monde d'avoir démarré le balado et je vous dis bon podcast avec Alexia Demacor, PhD. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressorte du podcast? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent par rapport aux potentiellement les troubles alimentaires dans le sport, par rapport à la nutrition dans le sport de haute performance en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressorte du podcast ou le message clé à la fin? J'aime ta question. J'aime ta question parce que pour moi, c'est l'essence de mon message. C'est important. C'est prévalent, les troubles alimentaires, puis il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, puis ça tend à être minimisé dans le milieu du sport, dans le milieu de la performance, puis c'est grave. Un trouble alimentaire, ça disparaît pas quand un athlète prend sa retraite. Fait que je pense que c'est un des plus gros messages qui est tellement important pour moi à expliquer aux gens. Puis en fait, partons avec ça, comme tu me dis qu'un trouble alimentaire ne disparaît pas quand on fait notre carrière d'athlète, puis dans les échanges de courriels qu'on a eu en préparation de la conversation, comme
c'est quelque chose qui est revenu, puis ça m'a comme frappé, parce que ça veut dire, tu sais, en mettant ce point de l'avant, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être une mauvaise conception de ça. Mais comme, qu'est-ce que tu veux dire par là, comme ça arrête pas? C'est que les gens en général pensent que, OK, le jour qu'on a fini d'être athlète, ben, comme on retrouve notre équilibre, puis c'est terminé. D'une part, mais souvent les gens ils vont penser que un trouble alimentaire, c'est comme un sacrifice normal à faire comme athlète. Fait que je vais être très, très rigide avec ma nutrition, je vais être préoccupée par mon corps, je vais essayer de modifier mon corps le plus possible pour que ça ait un impact positif sur ma performance. Peu importe à quel niveau ça va nuire à ma santé mentale, parce que je suis un athlète de haut niveau, je veux gagner cette médaille ou je veux atteindre ce niveau d'athlète, en me disant que ça va être temporaire. Sauf qu'un trouble alimentaire, c'est un cercle vicieux. Plus on l'entretient, plus il se solidifie, plus il devient rigide et moins il est facile de s'en sortir. Fait que c'est une des problématiques de santé mentale dont le traitement est le plus ardu et le plus difficile. Puis c'est pas qu'on a une fenêtre limitée pour le traitement, mais on sait que le pronostic de traitement est grandement amélioré si le traitement se fait au départ du trouble alimentaire. OK. J'essaie de bien saisir toute la portée de ce que tu viens de dire parce que je le sens que c'est majeur puis je peux le sentir dans ta voix. Mais quand tu parles de le saisir au départ, ou en fait, ce que je veux te demander réellement, c'est est-ce que tu as un exemple concret? Je sais qu'on ne veut pas parler de personnes et tout ça, puis c'est correct, mais quand tu dis que hey, on peut avoir un trouble alimentaire assez tôt, là, on faut le cibler au départ, si je comprends bien ce que tu viens de me dire. Ensuite de ça, là, ça solidifie à mesure que peut-être on monte les échelons, puis là, hey, on se rend compte que la façon dont on mange, dont on organise notre nutrition, ça finit par nous aider à avoir des meilleures performances. Là, ça devient solide, et là, on termine notre carrière, puis là, on est comme, on peut plus le défaire parce que c'est rendu du ciment qui est bien coulé, bien dur. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose qui ressemble à ça? Parce que pour moi, peut-être parce que j'ai pas été assez proche de ça, ça peut être difficile à conceptualiser ou à bien comprendre comme quel genre de comportement peut se solidifier au point qu'on va pas s'en déroger juste quand on va avoir terminé notre carrière. Ben, en fait, c'est important de comprendre que le cœur du trouble alimentaire, c'est cette préoccupation excessive par rapport au poids, mais des fois, c'est la composition corporelle, surtout chez les athlètes dans le fond masculin, la silhouette pour certaines personnes et leur contrôle. Fait que l'aspect contrôle est vraiment, vraiment important. Fait que cette préoccupation-là peut être présente chez certains athlètes ou jeunes athlètes pendant un moment sans que la personne prenne action sur cette préoccupation. Fait que si ça me dérange, j'ai une insatisfaction corporelle, j'aimerais modifier mon corps, mais j'ai pas tant compris que j'avais une marge de manœuvre à ce niveau-là. Fait que souvent, les études montrent que l'insatisfaction peut commencer à 8, 9, 10 ans. Chez certaines personnes, on sait qu'il y a beaucoup de sports où les athlètes commencent très jeunes aussi à pratiquer leur discipline. Mais là, à un moment donné, l'athlète se dit, puis je vais parler plus d'athlètes, mais ça s'applique évidemment à tous les gens qui ont un trouble alimentaire, dit, OK, mais cette préoccupation-là me génère de l'anxiété, fait que je vais trouver une solution pour apaiser cette anxiété-là. Puis souvent, en fait, les modifications des comportements alimentaires vont venir comme une solution pour venir pallier à cette préoccupation-là ou à cette anxiété-là. Fait que si je donne des exemples concrets, c'est de dire, j'ai envie de perdre du poids, je pense que ça peut aider à mon sport, j'ai la perception, des fois c'est une fausse perception, mais j'ai la perception que ça peut aider dans le fond à ma discipline sportive. Puis, je vais juste modifier certains comportements alimentaires, dans le fond, un peu dans la restriction, sans que ce soit nécessairement trop intense. Fait que je peux diminuer mes desserts, je peux réduire un peu mes portions. Puis, en parallèle, je vais faire un petit peu plus de cardio, plus d'exercice physique. Puis, ce qui se passe, c'est que c'est pour un athlète qui s'entraîne beaucoup, puis qui modifie son alimentation, mais à court terme, il risque de perdre du poids. On s'entend. Cette période-là va souvent être associé à beaucoup, beaucoup de positifs pour l'athlète. Hein? C'est comme, wow, ça marche. Qu'est-ce que tu fais de super en ce moment parce que tu as l'air d'avoir plus de confiance, tu as l'air bien. Puis souvent, la performance s'améliore aussi pendant cette période-là. Avec beaucoup de renforcement positif, des fois des entraîneurs, des pairs ou des gens, puis ils ont l'air vraiment bien mentalement pendant cette période-là. Puis c'est ce que nous, on appelle la période de lune de miel, dans le fond associée à la restriction.
J'y reviendrai, mais cette lune de miel-là, on l'a généralement une fois dans une vie, puis on n'est pas capable de la retrouver à chaque fois qu'on se restreint. Fait que juste le mentionner pour être sûr que ce soit bon. clair. Ouais. Il y a un côté du trouble alimentaire qui est comme un TOC, un trouble obsessif-compulsif. Fait que on a une obsession, fait que la préoccupation, c'est notre obsession. Puis on a nos compulsions, c'est nos comportements qu'on va venir pour gérer, dans le fond, c'est cette anxiété-là. Fait que si je fais le parallèle avec quelqu'un qui a une phobie des microbes, qu'est-ce qui se passe? Mais elle se dit, OK, pour me sentir en sécurité, j'arrive à la maison, je me lave les mains. À court terme, ça apaise l'anxiété. Ouf, ça marche, ma stratégie, dans le fond, fonctionne. Mais ce qui se passe, c'est quoi? L'anxiété revient, puis c'est des microbes, il y en a partout. Fait que là, c'est pas juste une fois qu'il faut que je me lave les mains, c'est 2 fois. Puis là, c'est rendu 5, 10, 20, 60 fois par jour. Mes mains saignent, mais il faut quand même que je le fasse. C'est comme incontrôlable. Pourquoi? Parce que la compulsion devient plus suffisante pour pallier au niveau d'anxiété. Fait que mon cercle vicieux, il est là. Fait qu'au début, je faisais juste attention au dessert, puis là, oups, c'était pas assez, l'anxiété revient. Fait que là, il faut que je coupe mes féculents. C'est pas assez, ça revient. C'est pas juste 30 minutes de cardio, c'en est 45. C'est m'entraîner toutes les journées de congé, c'est m'entraîner jusqu'à temps que je sois épuisée. C'est de trouver toutes sortes de stratégies qui vont venir apaiser mon anxiété. Puis des fois, il y a des choses qui sont pas tant rationnelles, c'est-à-dire, faut que je coupe ma nourriture en petits morceaux, faut que je me pèse aussi de façon compulsive, excessive plusieurs fois par jour, faut que je vérifie mon corps dans le miroir. Fait que tous ces comportements-là deviennent des compulsions qui renforcent ma préoccupation. Fait que quand je te parle du cercle vicieux, c'est ça qui se passe. Fait que c'est comme perpétuel que faut toujours en faire plus pour venir aider à apaiser cette anxiété-là. 2 choses. L'aspect de lune de miel, c'est quand même fort. Tu sais, ça fait dire, hey, tu vas chercher du renforcement positif sur un comportement, ça fonctionne, ça crée des changements, boum, amélioration de la performance. Puis là, tu te dis, hey, la façon d'aller chercher plus d'amélioration de performance, c'est juste de répéter la même chose. Puis je pense que des fois, comme athlète, on veut justement aller là, puis c'est correct. Puis c'est ça qui est fascinant de travailler avec des athlètes, c'est qu'ils sont vraiment motivés d'obtenir leurs résultats puis d'atteindre leurs résultats. Mais des fois, c'est ça. Puis là, par la suite, quand t'enchaînais dans l'explication du mécanisme, pour moi, j'étais comme, mais c'est comme une drogue. C'est comme, hey, pas que j'ai bien des expériences avec ça. En fait, je parle complètement à travers mon chapeau pour être bien honnête avec tout le monde. Mais de ce que je comprends de ces expériences-là, c'est comme des fois, il y a certaines substances que tu consommes, boum, ton expérience, après ça, tu cours toute ta vie après ce feeling-là. Est-ce que le parallèle est boiteux ou c'est un peu l'idée de ce que tu essayais de dire? Mais dans la mesure où ça devient une nécessité. C'est comme s'il n'y a pas d'autre façon de gérer cette anxiété-là que de par effectuer ces comportements-là. Fait que les gens sont comme pris parce qu'ils savent que c'est pas quelque chose qui va le maintenir à long terme. C'est quelque chose qui les épuise énormément. C'est très, très fatigant parce que cette gestion-là demande énormément, dans le fond, d'espace mental. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que cette préoccupation-là, c'est celle dont je te parlais, qui est au cœur du trouble alimentaire, a grossi avec le temps. Puis elle grossit, en fait, en fonction aussi de la perte de poids. Parce que souvent, on pense, mais ma préoccupation va diminuer si je perds du poids. Je suis préoccupée par mon poids. Fait que la logique veut que si je suis capable de perdre du poids, mais je serai plus préoccupée, mais c'est l'inverse qui se produit. Fait que la préoccupation va augmenter, dans le fond, encore plus à ce niveau-là. Fait que la personne, en fait, ce qu'on va dire, c'est que la préoccupation, elle joue au Pac-Man. Fait qu'elle va commencer à manger toutes les sphères de vie de la personne. Fait que, c'est-à-dire que pour être capable d'effectuer tous ces comportements-là, ben, je pourrais plus sortir avec mes amis le vendredi soir, je pourrais plus aller au repas, tu sais, avec ma famille en fin de semaine. Je vais devoir m'entraîner le seul moment de repos que j'avais. Fait que j'arrête de passer ma journée avec mon chum, avec ma copine, peu importe. J'ai plus d'espace mental pour l'école. Fait que j'ai plus des bonnes notes, faut que je cesse d'aller à l'école. Je suis plus capable de travailler. Des fois, ça vient affecter la performance dès le départ et des fois non. C'est ça qui est difficile, en fait. Parce que dans certains cas, la personne va voir comme vraiment l'importance de son trouble alimentaire pour être capable de performer, quand au bout du compte,
la personne va frapper un mur à un moment donné ou à un autre. Puis ce mur-là, pour certaines personnes, oui, ça va être physiquement. En même temps, très bizarrement, le corps s'adapte beaucoup. Puis il y a certaines personnes qui sont capables de continuer longtemps dans leur sport, dans leur discipline, en s'entraînant à un haut niveau, avec très, très peu. On le dit, le mur, il s'en vient de toute façon. Là. Si c'est pas physiquement, ça va être mentalement ou psychologiquement que l'anxiété devient tellement élevée. Fait que, nous, des fois, on a des athlètes qui ont des idées noires, qui sont suicidaires, qui sont dans des grosses dépressions. Puis c'est à cause, en fait, du trouble alimentaire. Fait que cette anxiété-là, qui au départ était seulement en lien avec l'alimentation, le corps, se généralise, puis ça fait des personnes, des athlètes très, très anxieux, hyper vigilants tout le temps. Pourquoi? Parce que le corps est en sous-alimentation, le corps se sent pas bien, est en état de famine, fait qu'il y a plein de signaux d'alerte, en fait, qui sont déclenchés par le corps comme ça. Puis, tu sais, une des raisons pour laquelle je voulais discuter avec toi aujourd'hui, c'est que ça m'amène... en fait, je veux qu'on regarde un peu le rôle de tout le monde dans cette problématique-là, parce que c'est pas vrai que c'est seulement, puis je pense pas que c'est ce que tu penses, là, mais je dis pas vrai que c'est le rôle seulement de la nutritionniste qui arrive, boum, pour donner de l'information ou faire du conseil par rapport à ça. C'est le rôle des athlètes autour de l'athlète qui a peut-être une problématique, des entraîneurs, de tout le monde a un rôle à jouer un peu dans dans le réglage de cette problématique-là, le réglage dans l'effort d'accorder le verbe régler ici, là. Et le point avec ça, c'est que, tu sais, quand tu décrivais ça, j'ai l'impression, je vois le vol d'un avion. Tu sais, tu pars de Montréal, tu changes l'angle de l'avion de 1 degré, comme quand tu arrives en Asie, si tu pars de Montréal vers l'Europe pour ensuite t'en vas en Asie, juste 1 degré au départ, tu seras plus à la même place pantoute. Tu sais, quand tu vas être rendu plus loin, quand tu vas arriver peut-être à la hauteur de la Chine ou à la hauteur de la Russie. Mon point avec ça, c'est de dire que j'ai l'impression que souvent, on va aller parler à la fin où on va s'en rendre compte quand l'écart est gros. Fait que si, mettons, les comportements sains on serait rendu en Russie, là, puis c'est tout à fait boiteux comme analogie, mais je pense que les gens me comprennent. Puis que, mettons, que les comportements malsains, ce serait la Chine parce que le 1 degré fait toute ça de différence. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir quand est-ce qu'on intervient là-dessus? Parce qu'en réalité, si je comprends bien déjà ce que tu me dis, c'est que faut intervenir le plus près du point de départ du problème où est-ce que là, la déviation de 1 degré, quand on la regarde s'accumuler pendant 10 ans, elle va créer vraiment plein de problèmes, tu sais, personnels, psychologiques, etc., comme tu nommais. Mais moi, ce que je trouve difficile dans la perspective entraîneur, même consultant externe, autour des équipes, c'est de dire, ouais, mais quand est-ce que c'est assez tôt, puis qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que, une autre des questions que j'avais pour toi, c'est quand est-ce que ça devient excessif? Parce que ce petit degré-là, au départ, c'est-tu le degré de différence qui est problématique ou c'est le fait d'être rendu à 1000 km de distance, puis là, on va arrêter pour cette analogie-là parce que je pense que ça va confondre tout le monde. Mais je pense que tu me suis où est-ce que ça en va de ce que je vois à l'écran, là. Mais moi, c'est ça qui pique ma curiosité parce que je pense que c'est pas facile. Parce que là, d'un autre côté, puis c'est ça le dilemme de la société d'aujourd'hui, je trouve, c'est comme, est-ce que je devrais intervenir? Puis là, je me mêle-tu pas de mes affaires, tu sais? Parce que là, après ça, tu te fais-tu taper ses doigts pour dire, non, mais t'as un peu, là, tu essaies de me contrôler. Non, non, j'essaie de savoir si ça va bien. Puis c'est toute cette problématique-là que j'entends en ce moment dans le milieu du sport puis qui me parle, tu sais. C'est comme, quand est-ce que tu interviens? Mais là, je peux-tu intervenir? Là, je suis trop tôt, je me mêle-tu de mes affaires? Tu sais, je pense à la préparation physique qui a quand même un lien avec la nutrition puis ces choses-là, tu sais. Donc, puis préparation mentale, tout. Fait que bref, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que moi, je me dis, quand est-ce qu'on dit, OK, moi, je suis un entraîneur, un préparateur physique, une préparatrice physique, quand est-ce que ça vaut la peine d'intervenir? Puis peut-être que la meilleure question serait comment on devrait intervenir aussi. Tellement, tellement important. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai formation. Vraiment spécifiquement sur ça, aux intervenants qui sont au quotidien avec les athlètes. Fait que nous, ce qu'on dit là, parce qu'on est, moi, ma collègue psychologue, on envoie journée longue des athlètes, en fait, qui ont des troubles alimentaires dans nos bureaux. Puis ce qu'on dit, c'est que nous, on les voit beaucoup trop tard. Comment est-ce qu'on peut agir en prévention? Puis ça a été ça quand il y a 2 ans, on a mis sur pied notre organisation. On voulait faire une différence réelle, dans le fait, pour l'athlète. Puis on dit, on veut agir en amont de la problématique. On veut que, justement, ces cas-là qui sont dépistés beaucoup trop tard puissent avoir un soutien au départ. Parce que nous, on le voit, on a ces athlètes-là dans nos bureaux, mais surtout en nutrition. En psycho, en fait, ils n'auront souvent même pas besoin de se rendre en psycho. Juste en nutrition, on a un suivi, quelques rencontres, quelques mois,
c'est fini, versus sinon, c'est des années et des années, en fait, de traitement où on les voit aux semaines. Fait que pour répondre concrètement à ta question, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est tous les gens, en fait, les intervenants, les professionnels du sport, qui sont au quotidien avec les athlètes, qui les connaissent, qui peuvent faire le dépistage précoce. Fait qu'ils sont les yeux, les oreilles, en fait, de la problématique. Fait que ce dépistage précoce-là, ça commence avec une éducation à savoir c'est quoi les troubles alimentaires, mais surtout c'est quoi les drapeaux rouges. Parce que ce qu'on veut, c'est que les préparateurs physiques, les entraîneurs, les consultants en préparation mentale, les physiothérapeutes, tu sais, qui voient les athlètes dans d'autres contextes pour d'autres raisons, peuvent être en mesure, en fait, de savoir qu'il y a quelque chose qui cloche chez l'athlète. Puis l'objectif, c'est pas de demander aux gens de diagnostiquer un trouble alimentaire, hein, parce que c'est pas leur rôle de le faire, c'est pas leur travail, ça cadre pas dans leurs limites professionnelles, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables de dire j'ai des drapeaux rouges, puis je m'inquiète en ce moment pour cet athlète-là. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vois que il y a comme une barrière invisible au progrès de mon athlète par rapport à sa performance, puis je sais pas trop ce que c'est, mais entre-temps, je vois qu'il y a, on peut en parler de façon plus spécifique si tu veux, mais tu sais, il y a différents drapeaux rouges qui sont associés plus à l'état physique de l'athlète, d'autres à l'état comme psychologique au niveau comportemental, qui évidemment peuvent sonner une puce à l'oreille pour que la personne se dise il y a quelque chose qui doit être fait dans ce contexte-là. Puis après ça, le rôle numéro 2 de ces intervenants-là, c'est d'effectuer cette première intervention, c'est-à-dire adresser la situation problématique avec l'athlète. C'est souvent là où ça bloque, parce que les gens remarquent qu'il y a quelque chose qui cloche, on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas quoi dire, on a peur que ça nuise à notre relation avec l'athlète, on a peur de se tromper, on a peur d'aggraver le problème, on a peur de plein de choses. Tu l'as dit tantôt, on a peur que ce soit pas notre place, qu'on se mêle pas de nos affaires, en fait. C'est d'aborder ces éléments-là. Donc, tout ça va faire en sorte que souvent, les gens adresseront pas la problématique, ou des choses que j'entends souvent quand on donne des formations, c'est de dire, ouais, mais la performance va bien, effectivement, pourquoi changer quoi que ce soit? Ça a l'air correct. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est intéressant parce que tu dis, la performance va bien, ça a l'air d'être correct, mais en bout de ligne, oui, peut-être que la performance va bien, mais ça se peut que le processus derrière la performance soit malsain puis que ça va engranger des problèmes à long terme. Puis c'est là que, comme tu parlais tout à l'heure, ça va se solidifier. Puis c'est là que des fois, c'est pas à cause que ta maison, elle tombe pas aujourd'hui, qu'elle tombera pas dans 5 jours ou dans 10 jours ou dans 5 ans. Fait que de regarder la fondation de temps en temps, de faire le tour, c'est quand même important. Tout à fait. Puis aussi, ce qu'on va voir, c'est que c'est des athlètes qui vont avoir une performance qui sera pas constante. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on souhaite, c'est que quand ils ont une sélection olympique, puis quand là, c'est le moment de performer, mais qu'ils soient capables, puis qu'ils soient aptes à pouvoir le faire, que s'ils se rendent aux Olympiques, que leur expérience aux Olympiques soit positive. Dans le fond, aussi, puis les Olympiques, ça peut être, dans le fond, un championnat provincial, ça peut être peu importe, dans le fond, les objectifs de l'athlète. Mais ce qu'on souhaite, on le sait, là, quand on travaille en sport, c'est la constance qui est la chose la plus importante pour un athlète. Tout à fait. Puis là, permets-moi de te relancer sur justement, comme, OK, moi, je suis un entraîneur, je suis un préparateur physique, préparatrice mentale. Comme, c'est quoi les drapeaux rouges que je devrais observer ou auxquels je devrais porter attention? Parce que ce que je comprends bien, notre mandat, si on est comme en périphérie ou dans l'environnement d'entraînement quotidien, là, le DTE, comme on aime dire au Canada, mais si je suis dans cet environnement-là quotidien, comme quels sont les drapeaux rouges qu'il faut que je remarque pour après ça dire hey Alexia ou peu importe avec qui les gens travaillent, dire hey, est-ce que c'est possible de regarder ça ou de peut-être discuter de ça avec mon athlète? Les drapeaux rouges, comme je disais, il y en a qui sont plus physiques. Fait que ça peut être aussi simple qu'un athlète qui manque d'énergie, que tu vois qu'il est étourdi un peu quand on fait certains exercices ensemble, que de la difficulté à terminer ses entraînements ou les terminer à la même intensité. Ça peut être un athlète dont les gains supposés en préparation physique ne surviennent pas. Fait qu'un athlète qui est supposé gagner la masse ou gagner en puissance, puis malgré, dans le fond, tout ce qui a été mis en place, on n'a pas de résultats. Ça peut être un athlète dont les blessures ne récupèrent pas comme supposé. Ça peut être des athlètes qui... Mais en fait, il y a des signes et symptômes plus
physiques associés à la malnutrition, c'est-à-dire des troubles de sommeil, des troubles gastro-intestinaux. Ça peut être des athlètes qui ont toujours froid, qui perdent leurs cheveux, l'arrêt des menstruations. Puis il y a beaucoup de choses où vous dites, ouais, mais je vais pas poser ces questions-là, tu sais, à mon athlète, mais souvent, vous êtes là, fait que vous entendez, vous êtes témoin de conversation, ou des fois, ils peuvent venir voir en disant, tu sais, ça fait plusieurs jours, tu sais, l'athlète dit, ouais, mais tu sais, j'arrive pas à dormir, ou je me réveille tout le temps, ou j'ai toujours mal au ventre, fait que je suis plus capable de manger, j'ai plus d'appétit. Donc, il y a beaucoup de signes et symptômes physiques. La liste, évidemment, est plus longue que ça. Au niveau psychologique, un athlète qui devient, comme on dit un petit peu tantôt, beaucoup plus anxieux, hyper vigilant, un athlète qui va avoir tendance à s'isoler, donc qui parle à tout le monde, super social, puis là, qui est tout le temps dans sa bulle, qui est tout le temps dans sa tête. Un athlète qui va éviter les interactions sociales, aussi avec les intervenants. Un athlète qui va fondre en larmes, c'est que son humeur va être très, très changeante, qui va se fâcher plus. Un athlète qui va être tout le temps triste, qui va être déprimé. Ça peut être aussi un athlète qui décide de plus manger avec le groupe ou qui se trouve toutes les excuses, en fait, pour ne plus, tu sais, être dans un contexte où, justement, on va manger tous ensemble, qui va éviter toutes les activités d'équipe. En cas d'entraînement, des fois, on va voir l'athlète qui va pas nécessairement suivre le plan d'entraînement ou il va en faire plus, fait qu'il va se faufiler par les escaliers de secours sans que personne ne le voit pour aller faire du cardio supplémentaire quand c'était son 2 heures de repos puis il était supposé justement, tu sais, de faire une sieste, quoi que ce soit. Ça peut être des athlètes qui ont tendance ou qui semblent perdre le contrôle avec la nourriture, fait qu'ils mangent des grosses quantités de nourriture où on peut arriver dans leur chambre, par exemple, en cas d'entraînement, puis il y a plein d'emballages de nourriture. Fait que les signes et symptômes du drapeau rouge, il n'y en a aucun qui sert à savoir est-ce que c'est un trouble alimentaire ou pas. Mais en fait, c'est mis ensemble, on se dit, OK, mais ça fait plusieurs choses qu'on remarque, puis je le connais, puis souvent les entraîneurs, les gens qui passent du temps avec les athlètes, ils les connaissent tellement bien, ça fait quelque chose qui cloche. Fait que moi, ce que je dis aux entraîneurs quand je donne des formations ou des workshops avec eux, c'est, tu sais, votre gut feeling, là, il sert à quelque chose aussi, puis souvent, ils vont le savoir profondément qu'il y a quelque chose qui cloche, qui se passe avec leur athlète, puis même si c'est pas un trouble alimentaire, vous avez observé qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait qu'il faut intervenir dans le fond d'une façon ou d'une autre. Fait que le parallèle que je fais souvent, c'est un athlète qui prend une médication pour le TDA, TDAH, qui coupe l'appétit pendant la journée. Puis au départ, qui sait pas trop comment ajuster sa nutrition, puis qui mange très peu, ben il va avoir des répercussions sur son niveau d'énergie, sur plein de choses. Mais même si c'est pas un trouble alimentaire, il faut intervenir, puis il faut qu'il y ait un soutien dans le fond pour régler ça aussi. Fait que c'est pour ça que souvent, les entraîneurs, les gens sont comme « Ah, je sais pas ma place d'intervenir ou de dire quoi que ce soit ». On n'est pas en train de diagnostiquer un trouble alimentaire. On est en train d'adresser une situation, en fait, qui vous inquiète puis dont il faut agir à ce moment-là. Puis un exemple qui me parle, qui est arrivé dans mon entourage d'ailleurs, en lien avec ce qu'on avait lu dans la déclaration consensuelle du Comité international olympique, puis on va revenir dans quelques instants parce que je veux encore parler un peu du rôle, mais c'est de dire aussi que hey, si ton athlète est constamment blessé et ou tout le temps malade, comme c'est peut-être aussi une malnutrition, tu sais, ou une sous-nutrition ou un apport énergétique qui est trop faible. Puis là, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, il va y avoir un affaiblissement du système immunitaire quand on est dans une situation où est-ce qu'on ne nourrit pas assez. Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais on mange pas assez. Puis c'est drôle parce qu'on valorise, je trouve dans les discussions, puis je me suis donné peut-être plus depuis la conversation avec Cara, justement, à remarquer un peu plus les comportements des gens autour de moi, puis des professionnels, puis des personnes qui font plein de sports plus de façon récréative, même si y a des entraîneurs et des athlètes dans mon entourage. Puis c'est fou comment est-ce qu'on valorise beaucoup la sous-nutrition ou de pas manger assez versus que des fois, on se rend pas compte qu'il y a des effets néfastes aussi à pas manger assez quand on n'a pas l'apport en protéines, quand on n'a pas l'apport énergétique nécessaire qui peut aller jusqu'à l'affaiblissement du système immunitaire et d'autres choses que tu as mentionnées tout à l'heure. Tu sais. Puis là, à la fin de ton intervention, tu parlais un peu du rôle des personnes autour. Puis moi, une question, en fait, ça va être la question qui tue. On n'est pas à tout le monde en parle, mais bref, un peu dans ce sens-là. Puis en fait, je sais vraiment pas quoi répondre à cette question-là. Il a touché un peu avec Cara, puis je sais qu'elle anime quelques préparateurs physiques que je connais là, dans la province. C'est comment est-ce que, en fait, je vais commencer par le oui ou non. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est en forme, puis si on peut dire à quelqu'un qui est en forme, comment est-ce qu'on peut le dire positivement? Puis le point là-dedans, c'est de dire, hey, je vais donner un nom fictif, Valérie. Je vois Valérie. Valérie,
clairement qu'elle a pris de la puissance, elle accélère plus rapidement. Tu vois là, qu'il y a comme, en termes de shape en préparation pour son sport, comme ça va mieux, tu sais. Comment on peut dire, parce qu'il y a un côté, moi, le défi que j'ai par rapport à cette question-là, c'est que je comprends qu'on ne devrait pas faire de commentaires trop sur l'apparence parce qu'on ne sait pas, comme Carole mentionnait, tu sais, dire que comme, hey, c'est peut-être des mauvais comportements puis des mauvaises habitudes qui ont amené à cette forme-là. Puis là, on vient comme de valoriser, puis avec ce que tu viens de me dire, on solidifie tout ça. Fait que là, je comprends l'enjeu. Puis en fait, la raison pour laquelle je te pose la question, c'est que je sais pas sur quel pied danser. Mais de l'autre côté, je connais assez le coaching puis l'intervention pour dire que, tu sais, des fois, du renforcement positif de quelqu'un, c'est quand même bon pour leur dire, hey, continue, lâche pas, t'es sur la bonne direction. Puis moi, je suis comme pas capable de réconcilier les deux, puis c'est là qu'il y a comme un bug dans mon cerveau. Bon, je suis peut-être pas assez intelligent, mais c'est pour ça que j'ai des gens intelligents, des personnes intelligentes qui viennent avec moi pour m'aider à répondre à ça, parce que je sais pas où me situer entre les deux. Je pense qu'il y a pas une seule bonne réponse, hein. Faut que ce soit nuancé beaucoup, puis ça dépend beaucoup de la personne à qui on a affaire. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais, puis tu connais son parcours, ça fait longtemps que tu travailles avec cette personne-là, tu connais cette personnalité, versus c'est quelqu'un, tu sais, que tu vois une fois ou 2 ans. Je pense que ça aussi, tu sais, devrait influencer la façon dont on va aborder cette réponse-là. Tu sais, sans faire peur à tout le monde ou être alarmiste, tu sais, en ce moment, la prévalence des troubles alimentaires, elle augmente énormément. C'est encore plus depuis la pandémie. Hein? Fait que c'est, nous, nos bureaux, la pandémie, là, c'est, tu sais, je sais qu'on dit qu'elle a souvent le dos large, là, mais c'est fou à quel point les troubles alimentaires ont augmenté. C'est suite à la pandémie. Donc, faut aussi faire un peu l'avocat du diable puis se dire, OK, mais tu sais, toute personne à qui je m'adresse pourrait avoir un trouble alimentaire. Est-ce que, dans le fond, si je savais que cette personne-là avait un trouble alimentaire, la façon dont j'aborderais la situation avec elle serait différente, tu sais, oui ou non. Et tu sais, déjà là, je pense que ça peut peut-être aider la personne à savoir, tu sais, quelle direction prendre, ou est-ce qu'il y a des mots que je prononcerais pas, est-ce qu'il y a une façon, dans le fond, que j'aborderais ou pas, tu sais, le message que j'ai envie de dire, sachant qu'elle est un trouble alimentaire ou pas. Parce que comme Karen a parlé aussi dans votre discussion, on le sait pas, hein, on n'a pas une étiquette sur son front, puis il y a beaucoup de stigmatisation avec les troubles alimentaires où on a vraiment en tête cette image-là d'une athlète qui est amaigrie, puis qui a l'air malade. Mais ça, dans le fond, c'est les cas de troubles alimentaires les moins prévalents. Hein, c'est ce qu'on sait. Puis les troubles alimentaires vont aussi voyager d'une famille à l'autre, tu sais, au sein d'une vie d'une personne qui a justement eu un diagnostic. Fait que ça veut dire qu'il y a peut-être une personne qui a vécu avec la sous-alimentation pendant une certaine période, puis là, qui perd le contrôle avec la nourriture, puis qui a regagné beaucoup de poids. Son trouble alimentaire est là encore excessivement présent, lui génère beaucoup, beaucoup de détresse, mais ça paraît pas. Fait que souvent, on peut dire, ah, mais tu sais, c'est sûr qu'elle a pas de trouble alimentaire parce qu'elle a un poids tout à fait normal. Fait que de tels commentaires pourraient, tu sais, avoir une portée plus négative pour ces personnes-là. Fait que c'est d'utiliser un petit peu son gros bon sens puis le jugement, tu sais, ça veut pas dire, parce que le message c'est pas de dire aux gens, ben là on peut plus rien dire, puis là faut avoir peur de tout le temps marcher sur des œufs. Mais est-ce que, justement, au lieu, tu sais, on peut commenter la puissance, on peut commenter certaines améliorations, évidemment, de la personne, mais on peut aussi questionner le contexte puis dans lequel la personne s'entraîne, parce que quelqu'un qui s'entraîne énormément puis qui peut avoir des gains au niveau, par exemple, de la puissance de sa force à court terme, et qui finit par se surentraîner aussi, va finir par frapper un mur. Fait que, tu sais, le fait de connaître un petit peu mieux la personne, puis ses traits de personnalité, j'imagine que ça peut aider l'intervenant à mieux pouvoir faire passer son message. Mm-hmm. Puis, ce que t'as amené, tu sais, pour moi, t'as amené à l'avant le concept de jugement professionnel, puis de dire comme, hey, dépendamment de la profondeur de la relation, à quel point qu'on les connaît, les personnes, ben, tu sais, le mode par défaut devrait être, hey, réservons-nous un petit peu les commentaires ou juste les observations, même s'il y en a. Puis, dépendamment du niveau de relation, ben là, on pourra s'en permettre. J'aime pas la formulation s'en permettre, mais bref, l'idée de dire, comme, assumons que la personne, elle a peut-être un trouble alimentaire parce que, comme tu dis, c'est plus prévalent que ce qu'on penserait. Et puis là, justement, ça m'amène à une question que je voulais absolument te poser, c'est comment ils s'expriment différemment? Puis une des choses que tu m'as partagé en pré-entrevue, c'est de me toucher quand même, parce que c'est un milieu que je connais bien versus un milieu avec lequel je suis quand même impliqué en ce moment, de dire, OK, comment ça s'exprime différemment, par exemple, entre un joueur de football et une patineuse artistique?
juste le fait que ça s'exprime différemment entre les deux et où que tu as mis les joueurs de football là-dedans, pour moi, pour vrai, c'est comme... bref, ça m'intrigue. Ça m'intrigue de voir la distinction entre les deux. Puis, encore une fois, c'est parce qu'on a cette image-là d'une coureuse ou d'une patineuse artistique qui est vraiment petite, amaigrie puis qui a l'air malade. Hein? Mais si on se ramène aux troubles alimentaires, c'est cette préoccupation excessive par rapport au poids, composition corporelle et leur contrôle. Fait que j'en ai plein, moi, dans ma pratique, des joueurs de hockey, des athlètes qui pratiquent plein de sortes de sports, qui sont pas justement en lien avec pour optimiser ma performance, il faut que mon corps soit le plus petit possible. Mais ça va être des athlètes qui vont avoir cette préoccupation-là parce qu'ils veulent atteindre un idéal corporel, dans le fond, pour la société ou pour leur performance. Ça dépend. Fait, en fait, l'athlète qui est un joueur de hockey ou qui est un joueur de football, ben, ça paraîtra probablement pas. De l'extérieur, parce que souvent, on se base sur ça, comme on disait, on regarde l'apparence physique d'une personne. C'est ce qu'on dit aux professionnels. Puis quand je donne des formations nutritionnistes du sport, je leur dis, parce que moi, c'est des erreurs que j'ai faites au début de ma pratique. OK, c'est un athlète, dans le fond, qui fait un sport jugé. Ben là, c'est sûr que je dois venir questionner sur la préoccupation, puis sur des questions pour dépister s'il y a un trouble alimentaire ou pas. Mais si je travaille avec un joueur de hockey, un joueur de football, comme on utilise ça comme exemple, probablement que ça vaut pas la peine d'adresser ces questions-là. Puis ça, c'est des choses, en fait, j'ai fait des erreurs parce que je me suis rendu compte que, non, cette préoccupation-là, faut l'évaluer. Ça, peu importe le physique, le gabarit, le sport pratiqué, elle peut être présente. Puis j'ai travaillé pour le football en début de carrière pour les Carabins, puis j'avais travaillé, dans le fond, pour différentes équipes sportives, puis cette préoccupation-là va être présente, dans le fond, chez tous ces types d'athlètes-là. Puis pourquoi elle s'exprime différemment? C'est que ça passera pas nécessairement par la restriction calorique importante où ils vont perdre du poids, mais ça va être cette obsession-là de diminuer la masse grasse, augmenter juste la masse musculaire. Puis, les comportements, tu te souviens, dans le fond, de notre image, c'est de cercle vicieux entre notre préoccupation, notre obsession, puis nos comportements, qui vont mener justement à renforcer la préoccupation, ils vont juste être un peu différents. C'est-à-dire que si je prends l'athlète de football en exemple, il va commencer à mesurer, à peser tout ce qu'il mange. Il va se peser ou utiliser comme une tanita, mettons pour une bioimpédance, pour analyser sa composition corporelle plusieurs fois par jour. C'est pas rationnel. On sait que scientifiquement, ça peut pas changer au sein d'une journée, mais ça va être quelqu'un qui va manger le fameux très très clean. Fait que là, il va calculer tous ses macronutriments, qui va diminuer ses gras, qui va avoir plein d'interdits alimentaires, qui se permettra pas de manger plusieurs aliments, au point où ça prend tellement de place dans sa vie que il n'y a plus de vie sociale, qu'il pense constamment à ça, puis cette préoccupation-là, elle augmente. Ce qui est triste, c'est que chez ces athlètes-là, surtout chez les athlètes masculins, ils pensent pas qu'ils peuvent être atteints d'un trouble alimentaire, parce que un trouble alimentaire, c'est juste les patineurs artistiques, les gymnastes qui peuvent en être atteints. Ils pensent qu'ils sont fous ou que ça mérite pas justement d'aller chercher d'aide professionnelle. Fait que moi, j'ai eu des cas d'athlètes masculins qui ont été comme soulagés, de voir, OK, il y a comme une problématique réelle, comprise, connue, puis il y a une solution, il y a un traitement pour pouvoir m'aider, parce que souvent, ils vont justement être pris avec cette détresse-là, qui peut amener à un très haut niveau où ça mine complètement leur vie, mais sans jamais aller chercher d'aide, sans jamais s'ouvrir, de peur d'être jugé, parce que c'est pas quelque chose dans la chambre qui va être discuté entre les joueurs. Je te confirmerais que c'est pas un sujet de discussion qui était quand même fréquent. Mais tu vois la nuance un petit peu comment ça peut s'exprimer différemment, versus l'athlète de patinage artistique qui va perdre du poids parce que justement en couple elle va être portée, puis que ça va de soi, puis à un moment donné elle va manquer d'énergie. Ça va être différent du joueur de football qui peut-être va maintenir son poids, va être capable de gagner de la masse musculaire parce qu'il mange assez. Mais souvent chez ces athlètes-là, ce qu'on va voir, c'est que la restriction, ça on le dit chez la majorité des gens qui se restreignent trop, c'est une restriction quantitative ou cognitive. Fait que je mange, mais tout le temps suivant des règles alimentaires. Ça, j'ai le droit, ça, j'ai pas le droit, ça, c'est interdit, ça, juste en certaines quantités. Puis à un moment donné, le cerveau, il explose. Il n'aime pas ça, les règles.
Fait que là, il y a des pertes de contrôle. Ça, ces pertes de contrôle-là, c'est aussi des choses qu'on va voir beaucoup chez ces types d'athlètes-là. Ou le fameux cheat day, c'est le dimanche, qui pourrait, à un certain point, soit que c'est comme contrôlé, mais j'ai eu des athlètes où c'était complètement la débauche ces journées-là, au point d'en être, non, mais au point d'en être physiquement malade. C'était comme planifié à l'avant. J'ai des athlètes qui se réveillent la nuit pour manger, puis c'est souvent inconscient, ils se réveillent le matin, puis il y a plein de nourriture dans leur chambre. Ça, c'est excessivement honteux, c'est très, très difficile dans le fond aussi. Fait que les pertes de contrôle, c'est une des choses qui est le moins discutée, puis qui est plus difficile à admettre dans le fond pour les athlètes, parce que c'est comme s'ils font pas leur job d'athlète. Fait qu'ils se sentent vraiment coupables encore plus, parce que j'ai vu des athlètes qui me disaient « Hey, je suis capable d'optimiser tout comme athlète, dans le fond, toutes les sphères, comme athlète, tous mes jobs d'athlète, sauf la nutrition. » Puis ça me rend fou. Fait que là, ils se mettent plus de règles, puis ils perdent encore plus le contrôle. Puis quand les pertes de contrôle débutent, ben là, ils sont vraiment, vraiment mal pris, puis c'est vraiment difficile. Puis c'est là où arrivent les comportements compensatoires. Puis sur la compensation, oui, on parle vomissement, fait que ça fait très trouble alimentaire, mais chez la majorité des athlètes, ça va être la restriction de l'exercice qu'ils vont utiliser comme compensation. Fait que ça passe dans le beurre, c'est normalisé, tu manges ça, tu vas t'entraîner plus. Mais ça, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant, puis ça amène ces athlètes-là à craquer à un moment donné. Puis je ris, là, puis je sais que c'est pas drôle, mais la raison pour laquelle je ris, c'est à quel point j'étais niaiseux dans ma carrière d'athlète. Pour être bien honnête avec toi, c'est exactement ça. Puis je ris dans le sens que comme, oh mon Dieu, il y avait donc bien plein d'affaires qui t'échappaient, tu sais. Puis, tu sais, quand tu parlais d'optimiser le corps ou, tu sais, optimiser ce qu'il fait, c'est comme, ça, c'est le plus gros problème en ce moment que j'ai avec la culture sportive, là. C'est qu'on voit vraiment les athlètes comme des machines. Tu sais, c'est comme, puis en fait, est-ce qu'on voit les athlètes comme des machines en tant que physiothérapeute, préparatrice physique? Tu sais, dans un sens, est-ce que il y en a certains que oui, certains que non aussi, mais je pense que les athlètes eux-mêmes et elles-mêmes voient, c'est comme, hey, je suis une machine et je dois m'optimiser. Mais ça, c'est bien entendu le résultat de plein d'années de conditionnement qui fait que maintenant, ils pensent comme ça. Puis ça, pour moi, c'est comme, tu sais, c'est comme, t'es pas une machine, autant au niveau nutrition, autant au niveau psychologique, comme il y a des hauts et des bas, puis il faut que tu te laisses fluctuer. Mais justement, comme tu dis, c'est de mettre le cadre. Là, OK, tu mets des balises à ton cadre. Pour amélioration. Là, qu'est-ce que tu fais? Remets des balaises à ton cadre. Amélioration. Là, mets des balaises à ton cadre. Puis là, amélioration. Puis là, à un moment donné, les fils se touchent, puis ça peut plus, là, mettre de règles comme ça. Mais en fait, tu sais, puis là, comme tu sais très bien, parce que je te l'ai dit il y a quelques minutes, comme les auditeurs les auditrices des 30 derniers épisodes savent que j'ai mes 3 filles, mais le lien avec mes 3 filles, puis c'est une des raisons pour lesquelles on se parle, c'est que moi, je vois ça aller, puis je suis comme... Je suis inquiet par rapport au propre comportement que moi-même je modélise par rapport à tout ça, tu sais. Puis là, tu me dis, OK, il doit pas avoir de règles ou on doit avoir le moins de règles possible. Mais moi, ma question, c'est, exemple, nous, chez nous, parce que là, il y a des comportements, tu sais, il faut quand même éduquer les enfants. Je pense que tu comprends très bien ça. Mais tu sais, non, c'est comme tu manges ton souper, puis si tu manges pas ton souper, ben comme il y a des choses extra, ben comme ça se peut qu'on te donne la compote de pommes, mais si tu veux la compote de pommes, faut que tu finisses ton assiette. Tu sais, comme c'est ça. Ou fait que ça, c'est une des règles qu'on a. Puis l'autre règle qu'on a, ça à un moment donné, c'est comme ce qui est sur la table pour le souper, si tu manges pas ça, ben tu ne mangeras pas avant le lendemain matin. Là. Je veux dire, cancelle-moi ça. Je veux dire, commenceras pas à sortir tout ce que tu veux quand tu veux. Tu sais. Mais là, en lisant tes questions, j'étais comme, ben, coudonc, je suis un mauvais père, tu sais, c'est-tu 2 règles de trop? Fait que là, ben, je pense que c'est raisonnable, mes règles, mais en même temps, ça se peut que tu me dises que c'est complètement le contraire. Fait que bref, tu sais, j'utilise l'exemple de mes filles, parce que je les aime, mais 2, parce que c'est comme le plus basic qu'on peut avoir en termes de règles alimentaires. C'est juste quand est-ce que tu manges, puis quand est-ce que tu peux avoir des choses de plus, versus comme, OK, là, j'ai 48 règles pour m'assurer de manger mes 4300 calories par jour parce que je suis une nageuse artistique qui fait 2 entraînements. Puis là, je dois correspondre à des standards esthétiques qui sont des fois quand même assez exagérés. Fait que, tu sais, on est à l'autre bout du spectrum complètement, mais je pense que des fois, de voir le spectrum d'un côté au complet nous permet de mieux comprendre jusqu'où ça peut amener plus tard, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas si toi, tu ressens ça comme parent, mais, tu sais, on voit beaucoup... Nos enfants nous confrontent beaucoup à notre propre relation avec l'alimentation, puis à pas mal de choses, hein. Tu sais, dans le fond, les enfants, ça nous c'est comme un reflet de comme nos comportements, nos faiblesses, nos vulnérabilités, tu sais, sans cesse. Mais beaucoup avec, tu sais, notre rapport à la nourriture, fait que, tu sais, soit la façon dont
on a été élevés. Puis tu sais, moi j'en ai beaucoup en consultation des gens qui étaient de la génération, tu sais, faut que tu finisses ton assiette, tu sais, peu importe que t'aies faim ou pas. Puis ça, tu sais, on sait que les gens ont appris à ne jamais écouter, tu sais, leurs signaux de rassasiement, parce qu'il fallait juste finir. Fait que tu sais, des fois, on veut reproduire la façon dont on a été élevé, ou on veut faire l'inverse aussi parce qu'on sait que ça n'a pas été, tu sais, aidant. J'ai beaucoup d'athlètes en consultation retraités qui viennent me voir parce que ils veulent, tu sais, savoir comment impliquer une relation saine, tu sais, aux aliments, à leurs enfants, parce qu'ils voient que c'est tellement important, ou des athlètes qui ont peut-être un trouble alimentaire, une relation difficile avec la nourriture, puis qui voient que leurs enfants le remarquent, puis ils veulent pas, encore une fois, tu sais, passer ça à leurs enfants. Fait que, tu sais, toute la question, l'alimentation des enfants, tu sais, je pourrais te suggérer une collègue pour en parler parce que tu pourrais en faire un thème, tu sais, de podcast. Ouais, on ira. Mais les choses ont beaucoup évolué puis beaucoup changé. Tu sais, maintenant, on parle, en fait, de mettre tous les aliments, tu sais, sur le même piédestal. Tu sais, il y a beaucoup de nutritionnistes qui vont suggérer, en fait, de servir le dessert au même moment que le repas, puis que l'enfant peut décider, dans le fond, qu'est-ce qu'il prend, tu sais, à quel moment aussi. Ce qu'on va dire, c'est que l'enfant est maître de la quantité, toujours qu'il va manger, mais le parent est responsable, en fait, d'offrir le cadre, puis de décider le moment auquel l'enfant mange, puis les aliments, tu sais, la variété alimentaire, les aliments qui vont être offerts. Ce qu'on sait, puis tes enfants, tu dis, ta plus vieille, elle a 5 ans, ouais, puis que les 2 autres sont plus jeunes. Puis ce qui est drôle, c'est que, tu sais, moi aussi, là, ma fille, tu sais, ton premier enfant, t'es comme, tu sais, ils vont manger, tu sais, tel truc plus tard, ou, tu sais, t'essaies de les préserver par rapport. Puis là, ils arrivent à l'école, puis là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'emballages, de choses que tu leur as comme pas donné qui reviennent dans la boîte à lunch parce qu'ils font des échanges sur l'heure du lunch, que toutes les choses que tu dis, non, mais ça, tu sais, je veux dire, c'est pas si bon, ou peu importe, j'ai pas envie que mon enfant en mange, ils vont finir par aller en manger de toute façon. Fait qu'on sait que cette restriction-là, tu sais, on veut un cadre, mais tu sais, le fait d'imposer une restriction alimentaire, ou ça, c'est pas bon, tu devrais pas en manger, c'est vraiment dire à ton enfant, va le manger en cachette, parce que c'est ce qu'il va faire, dans le fond, au bout du compte. Oui. Fait que, tu sais, au niveau de l'éducation alimentaire, tu sais, c'est difficile, c'est comme parents, on veut bien faire les choses, mais nous, ce qu'on va dire de façon, aux parents, mais aux entraîneurs, c'est qu'une des meilleures façons, tu sais, de faire en sorte que notre enfant ou que l'athlète avec qui on travaille développe une relation saine avec la nourriture, c'est d'être un bon modèle. Fait que ça, c'est pas nécessairement, tu sais, fais ce que je te dis, mais les enfants observent ce que nous faisons, en fait, comme adultes. Puis, on sait que l'entraîneur, dépendamment du niveau de l'athlète, à quelle fréquence il voit son entraîneur, mais va vraiment prendre la place d'une figure parentale importante dans la vie de l'athlète aussi. Donc, va devenir un modèle, surtout à l'adolescence, encore plus important, en fait, que ses parents. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, être un bon modèle en matière d'alimentation, d'entraînement? C'est de montrer de manger à une fréquence régulière, de manger des repas, manger des collations avec ses enfants. Fait que, pour les parents, ça va plus de soi, mais les entraîneurs, c'est ce qu'on va leur suggérer. Vous dites pas à vos athlètes, mangez des collations, puis vous en mangez jamais. Fait que, souvent, pour avoir donné des ateliers avec des entraîneurs, ils ont commencé à le faire avec des athlètes en disant, je mangeais tout le temps ma collation cachée, puis là, maintenant, je la mange avec les athlètes. Puis que l'athlète voit que l'entraîneur mange une diversité, d'aliments, qu'il n'y a pas nécessairement d'aliments interdits, mais parfois on peut se permettre des aliments plaisir. Dans d'autres cas, non, il y a une fonction, je m'en vais m'entraîner, fait qu'il y a des choix qui sont plus intéressants que d'autres parce que je vais mieux me sentir à l'entraînement. Ça, on sait que c'est très, très protecteur, en fait, comme comportement. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que ça l'intègre la matière, puis j'aime ça quand on fait des liens entre plusieurs domaines. Tu sais, on parle de nutrition, tu as parlé de psychologie, on a parlé de préparation physique, mais là, tu parles de leadership. Puis, tu sais, dans le leadership transformationnel, c'est la modélisation, mais des fois, c'est comme, justement, arrête de le dire, puis fais-le. Puis, tu sais, au niveau de l'entraînement, ce que je dis souvent, c'est que t'as pas besoin de squatter 3 plaques si tes athlètes squattent 3 plaques. Là. C'est pas ça qu'on dit. Mais entraîne-toi, puis montre que tu te tiens en forme, puis tout ça, tu sais. Mais de l'autre côté, au niveau de la nutrition, l'aspect numéro 1 pour protéger les athlètes, comme tu dis, c'est de bien manger puis de modéliser des bons comportements, mais aussi de façon plus, je veux dire, centrée sur les entraîneurs. La façon dont tu manges, elle a un impact sur ta propre performance à toi. De dire, hey, ton niveau d'énergie, ton humeur, tu sais, si on retourne à ce que tu me disais au départ, comme
l'irritabilité, toutes les sautes d'humeur, pleurs à rien, tout ça, quand tu parlais des émotions, puis plus la psychologie, ben, je pense que les entraîneurs doivent se poser la question, hey, tu passes 12 heures sur le bord de la piscine dans un environnement humide. Est-ce que tu bois assez, puis tu manges assez, puis est-ce que tu manges tous les aliments que tu as besoin pour te permettre de te faire ça? Parce que tu le sais probablement autant que moi, comme les entraîneurs ont des horaires assez chargés, puis comme je dis depuis des années, comme il n'y a personne qui va mettre en question la dévotion et le dévouement, en fait, des entraîneurs. Comme le dévouement des entraîneurs à leur cause, l'engagement, l'éthique de travail, ça, comme s'il y a un métier dans la vie où c'est des gens qui travaillent fort, c'est clairement dans ce métier-là. Tu sais, il y en a d'autres, là, mais on s'entend, j'exclus pas personne d'autre ici, je vais juste dire, on le sait pour ça. Mais justement, de travailler des 12 heures, de passer 14 heures dans le bureau, d'être 10 heures sur le bord de la piscine lors d'une journée de compétition, t'es debout toute la journée, t'es quand même à 2 mètres à temps plein, c'est 1,9, je pense, quand t'es debout. Ben, c'est quand même une dépense énergétique significative. Quand t'es debout, t'es déjà plus considéré de sédentaire, mais ça veut dire que t'as probablement un 3000 calories, ben, pour un homme de taille moyenne, 3000 calories à manger dans ta journée, tu sais. Comme, c'est quand même beaucoup de stock, tu sais. Puis des fois, je pense qu'on sous-estime l'impact que ça a sur toi-même et ainsi toi-même sur le type d'attitude, le type de comportement que tu vas avoir auprès de tous les gens qui vont t'entourer. Parce que c'est pas vrai que parce que ça a tellement d'impact comme tu mentionnais au départ. Et là, je reviens aux athlètes parce que, en fait, je pensais toucher à plein d'affaires, mais je veux rester sur la manifestation des troubles alimentaires vraiment chez les athlètes parce que je me rends compte que je connais pas ça, je comprends pas ça, puis je pense que des fois, on comprend mal les athlètes. Puis une affaire que tu m'as partagée qui m'a encore une fois un peu comme frappé, puis je suis vraiment content de te l'avoir demandé, c'est certains athlètes ont peur de perdre leurs troubles alimentaires. Comme, c'est quoi ça? Puis comme j'ai de la misère à conceptualiser ça. Ça, c'est tellement, tellement important. Quand on commence à travailler avec les troubles alimentaires, on se rend compte que, en fait, il faut comprendre, qu'on s'en rend compte assez rapidement, pour la personne qui a un trouble alimentaire, ça lui apporte beaucoup, beaucoup de positifs. Hein, parce que de l'extérieur, souvent, que ce soit le parent, que ce soit l'entraîneur ou l'entourage, on dit, ben voyons donc, t'es-tu vu, tu manques d'énergie, t'es pas capable de finir des journées, ta performance va moins bien ou peu importe. Pourquoi tu changes pas? Pourquoi tu fais pas juste manger? À la base, en fait, le trouble alimentaire, est survenu pour répondre à un besoin que la personne avait. Fait que, si c'était une profonde insatisfaction corporelle, c'était, il y a différentes fonctions, évidemment, du trouble alimentaire. La restriction sévère peut servir à geler les émotions. Fait que, il y en a qui peuvent se servir de ça. Ils traversent une période très difficile dans leur vie, puis ils se rendent compte que, oups, quand je suis dans cet état-là, je ressens plus rien. Fait que c'est comme pratique pour moi dans ce que je vis en ce moment. Bref, fait que chaque personne avec un trouble alimentaire a vraiment une fonction spécifique qui est associée. Mais tout ça pour dire que, à la base, on vient de cette fameuse lune de miel, le trouble alimentaire a servi à l'athlète à quelconque raison. Fait que nous, c'est un exercice qu'on fait concrètement avec les athlètes. Dans le fond, c'est quoi les points positifs? C'est quoi les points négatifs, en fait, de ton trouble alimentaire? Parce qu'on reconnaît que pour la personne, il y a beaucoup, beaucoup de positifs qui ont été associés. Maintenant, le trouble alimentaire, c'est comme un trouble anxieux. Hein? Fait que c'est comme quelqu'un qui a une phobie du chien, ben c'est comme pas rationnel. Il y a des gens qui adorent les chiens. Fait que pourquoi quelqu'un a une phobie de chien, une autre personne va adorer les chiens. On peut pas venir vraiment obstiner quelqu'un par rapport à ça. C'est comme une phobie, une peur profonde qu'elle a développée par rapport aux effets potentiels de la nourriture sur son corps. Fait que déjà là, on peut pas adresser cette problématique-là d'un point de vue purement rationnel sans comprendre le côté émotif puis anxiété qui y est associé. Fait que la personne, en fait, il y a une très, très grande ambivalence à aller mieux. Puis c'est ça la difficulté avec le trouble alimentaire, c'est que contrairement à quelqu'un qui est dépressif, qui est suicidaire, ben il veut aller chercher de l'aide parce qu'il se sent vraiment pas bien, puis il veut aller mieux. Quelqu'un qui est en sous-alimentation, qui aurait un diagnostic d'anorexie, par exemple, fait que ça veut dire qu'il compte pas ses besoins nutritionnels, puis qu'il y a cette préoccupation excessive par rapport à son poids, ben le déni par rapport à la maladie, par rapport à la gravité, ça fait partie des critères diagnostiques. Fait que c'est pour ça que c'est juste sous-entendu qu'il y a un déni profond par rapport à l'état médical ou l'état, en fait, de la personne. Il y a aucune personne, en fait, au début de son trouble alimentaire qui va dire « Ah, ben, je suis pas correct, je vais sortir de ça. » Au contraire, ils se sont jamais aussi bien sentis de leur vie. Fait
pourquoi ils iraient chercher de l'aide? Ils pensent que tout le monde sont fous autour d'eux parce que ils viennent de trouver la réponse, tu sais, à quelque chose qu'ils ont cherché, tu sais, pendant un certain moment. Fait que ça, il faut le reconnaître ça. Que le traitement, c'est de les sortir de quelque chose où, à un moment donné, ils se sentaient très, très bien. C'est comme une petite voix qui est dans leur tête, puis à la base, c'est comme une petite voix qui est un peu comme leur ami, puis qui les réconforte beaucoup. Puis ils vont comme développer une espèce de relation amour-haine, parce qu'à un moment donné, cette petite voix-là, elle crie vraiment fort. Mais ça reste que c'est comme une certaine présence. Puis pendant le traitement, ils ont à faire le deuil de cette voix-là, de cette petite personne-là, dans le fond, qui les a accompagnés parfois dans les périodes de leur vie plus difficiles, dans le fond, aussi. Puis ça, il faut le reconnaître parce que faut avoir beaucoup, beaucoup d'empathie, tu sais, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à cette ambivalence-là, parce que les gens ne la comprennent pas. Tu sais, les parents ou les gens ont tellement peur, ils disent, ben voyons donc, tu sais, pourquoi tu vas pas mieux? Pourquoi tu veux pas aller mieux? Mais c'est justement à cause de ce phénomène-là. Donc, ils ont peur de perdre leur trouble alimentaire pour différentes raisons. Dans certains cas, ils ont vraiment associé leur performance à la présence du trouble alimentaire. Fait que, tu sais, on parle d'identité d'athlète. Tout athlète à qui on parle, son identité d'athlète, mais il existe aussi une identité du trouble alimentaire. Puis des fois, les deux vont fusionner, en fait, souvent ensemble, surtout quand l'athlète a commencé à bien performer avec son trouble alimentaire, justement dans sa période lune de miel. Fait que là, il faut comme le convaincre qu'il n'y a plus besoin de son trouble alimentaire pour continuer à performer, puis ils ont énormément de peur associée à ça. Fait que ça, c'est une des raisons. Ils vont avoir peur, sinon, de gagner du poids, hein, clairement. C'est comme le trouble alimentaire, en fait, vient agir comme source de protection, comme facteur de protection contre le jugement, contre le regard externe. Des fois, c'est un commentaire qu'ils ont reçu quand ils étaient plus jeunes, c'est ça qui a déclenché la préoccupation, puis ils se sont dit, plus jamais, il y a personne qui va me dire un commentaire comme ça. Fait que je me protège de cette façon-là. Ou mon sport fait en sorte que je dois porter des costumes révélateurs, je suis jugée, ben je me protège. Fait que je vais essayer de contrôler mon corps dans le fond le plus possible. Fait qu'ils ont peur par rapport justement au fait de potentiellement devoir gagner du poids, potentiellement de perdre leur place dans une équipe, qu'ils doivent arrêter la performance aussi. Des fois, justement, on tarde souvent tellement à dépister le trouble alimentaire, à effectuer la prise en charge, qu'on arrive avec des cas extrêmes où on est comme mal pris puis on n'a pas le choix d'arrêter l'entraînement de l'athlète parce qu'il est trop malade. Mais des cas comme ça fait peur aux autres qui ont peut-être un trouble alimentaire moins avancé, mais ils se disent « Oh mon Dieu, faut tellement pas que j'en parle parce que sinon on va aussi me retirer l'entraînement. Puis l'entraînement, sans ça, je suis rien. » Aussi... Ce que tu me dis en bout de ligne, là, c'est que la vie, dans mes mots à moi, est une fonction sin-cos. Ce que je veux dire par là, le sinus cosinus, là, pour ceux-là qui se rappellent leur mathématiques, je pense secondaire, mais là, citez-moi pas là-dessus. Doctorat en recherche qualitative ici. Vous pouvez me juger si vous voulez, j'ai aucun problème. Je m'assume. Le point étant que, tu sais, c'est comme, pourquoi je dis sinus cosinus, c'est que, tu sais, c'est une fonction vagale, donc ça fait comme une vague, on s'en va jusqu'à 1, on descend à -1, on va jusqu'à 1, on descend à -1, peu importe dans l'ordre, je me rappelle plus du détail de la fonction, mais l'idée avec ça, c'est comme si tu veux être le plus proche de la normale possible, mais ici, je parle pas de la normale comme les comportements normaux dans la société qui est attendu que tu devrais manger 3 repas par jour. Je parle vraiment pas de ça. Je parle plutôt de dire que, tu sais, c'est comme l'entraînement, parce que quand tu as parlé de l'exemple de dire, hey, je commence à avoir tel trouble alimentaire, des comportements qui mènent à des troubles alimentaires, j'ai une amélioration de la performance. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que j'en fais encore plus de ces comportements-là qui m'amènent. Là, j'assume que ça va être une fonction linéaire. Plus de comportement, plus d'amélioration de la performance. Mais quand je te dis que c'est une fonction sinus-cosinus, c'est que oui, tu vas faire ces comportements-là, une amélioration, mais si tu continues à faire ces comportements-là, c'est pas vrai que ça va s'améliorer, ça va redescendre. C'est comme l'entraînement. La première fois que tu t'entraînes, là, je m'en rappelle, j'ai pas pris tant de masse que ça dans ma vie, là, personne qui me trouverait crédible à dire que je suis musclé, mais dire que quand tu commences à prendre la masse, tu as 14-15 ans, tu t'en vas dans le gym, tu fais du squat, tu fais du bench, boum! Là, c'est comme, oh, OK, let's go, tu sais, let's go, je suis capable de pousser de la fonte. Mais là, tu t'en fais plus, puis tu te dis, plus d'entraînement, plus de poids, plus de prise de masse. Mais c'est pas le même, ça marche. Puis c'est comme de trouver le sweet spot où est-ce que tu peux minimiser l'ondulation de la vague ou rester dans la première partie. Puis c'est ça que je veux dire, de dire, tu sais, si on peut rester dans la partie centrale puis diminuer les variations, ben je pense que ça va beaucoup nous aider.
C'est super intéressant, Alexia, tout ce que tu dis. Avant de rentrer dans les questions éclairs, j'ai vraiment 2 questions que je m'en voudrais de ne pas te poser avant de partir. Une que je pense qu'il pourrait amener une longue réponse. Fait que je vais décider jusqu'à quel point tu vas la mettre longue. Puis il y en a une qu'il faut absolument poser. Puis en fait, je vais commencer avec la deuxième qui est plus courte, je pense. On a parlé des entraîneurs, préparateurs physiques, nutritionnistes, athlètes, le rôle de tout ce monde-là. Mais il y a des parties prenantes, des personnes qui ont un gros rôle à jouer dans tout ça, mais qui sont dans aucun de ces postes-là, c'est-à-dire les administrateurs et les administratrices. Puis moi, la question, je me mettais dans la perspective de ces personnes-là, je me dis, OK, si je suis un administrateur ou administratrice d'un club, d'une organisation, ma job, c'est pas de contrôler ce qui se passe parce que je suis pas sur le terrain, c'est pas d'intervenir. Mais mon travail, ma fonction, c'est de remarquer les signes, potentiellement positifs, mais surtout négatifs. Et donc, ma question est, je suis un administrateur de club, une administratrice, quels sont les signes d'un environnement toxique? Puis c'est un bon point parce que nous, on forme beaucoup d'entraîneurs super motivés qui veulent faire une différence, qui veulent aider leurs athlètes ou être là pour leurs athlètes, mais ils ont besoin du soutien, leur organisation. Puis ça part aussi, généralement, quelles sont les valeurs de mon organisation sportive, puis comment je vais bien les véhiculer au sein de mon organisation. Parce que un exemple qu'on va prendre souvent, puis ça peut être les entraîneurs, mais des fois, c'est les administrateurs ou les gens qui organisent. On part en camp d'entraînement, on dit, c'est dans nos valeurs, on veut qu'il y ait une belle relation avec l'entraînement, qu'ils mangent bien, on va pas tolérer, la présence de troubles alimentaires, on va les prendre en charge. On part en camp d'entraînement, puis ils s'entraînent 6-8 heures de temps avec un petit 15 minutes de pause, pas le temps de manger de collation, pas le temps. Puis ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Puis c'est pas volontaire. Souvent, on a les heures de glace ou on a les heures d'entraînement, mais ça, c'est un exemple où les valeurs, dans le fond, de l'organisation ne cadrent pas avec les comportements, ou ce qui se passe sur le terrain. Fait que ça, c'est une première chose, c'est de dire, OK, bon, on va se pencher sur la question comme directeur ou comme administrateur, puis on va réfléchir à ça. Quelles sont nos valeurs en lien avec ça? Nous, ce qu'on va dire aussi, c'est d'amener beaucoup plus de standardisation. Un trouble alimentaire, là, on a eu beaucoup d'entraîneurs ou de gens, c'est émotif, c'est difficile quand nos athlètes en sont atteints, ça vient nous chercher. C'est des cas là qui sont excessivement lourds à gérer. Fait que c'est pas le temps, en fait, de mettre sur pied un plan d'action pour l'organisation à ce moment-là. Fait que nous, ce qu'on dit, la job de l'organisation, c'est de dire, OK, est-ce que vous avez des protocoles, des plans d'action? Est-ce que vous savez, dans le fond, avec des lignes directrices ou des flowcharts, comment gérer ces situations-là? Si, à un moment donné, il y avait une crise, on en a eu des cas où dans la fédé sportive, c'était comme gestion de crise, tout le monde avait un trouble alimentaire, parce que ce que je t'ai pas dit, puis je vais le dire parce que c'est important, un athlète qui a un trouble alimentaire dans une équipe peut faire l'effet domino, puis là, en fait, on se retrouve, si on fait rien, avec un grand nombre d'athlètes, en fait, qui vont être atteints de troubles alimentaires. Fait que ça, c'est quelque chose, aussi, c'est une responsabilité de l'organisation à ce moment-là. Est-ce qu'on a des protocoles par rapport à la pesée aux mesures anthropométriques? Est-ce que l'entraîneur peut faire ce qu'il veut? Est-ce qu'on tolère les moqueries? Est-ce qu'on tolère, dans le fond, certains comportements des entraîneurs ou des athlètes, ou si on a si c'est communiqué aux parents en début de saison. Fait qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui proviennent de la responsabilité de l'organisation sportive à ce moment-là. Fait qu'un environnement, sain versus toxique, je pense qu'il y a différents facteurs. Dans certains cas, les entraîneurs vont être très, très bienveillants, mais ça va se passer dans la chambre, dans le fond, quand il n'y aura pas d'adultes, où là, les athlètes vont avoir certaines discussions aussi. Fait que soyez présents, soyez proches des athlètes pour voir réellement c'est quoi les discussions. Puis, quand il y a justement de la moquerie ou certains commentaires, il faut intervenir. Il faut que les entraîneurs puissent intervenir rapidement aussi. Mais on sait, les pesées ne sont plus tolérées dans les environnements sportifs. Même pour les mesures anthropométriques, une nouvelle ligne directrice, c'est de ne plus effectuer d'anthropométrie, en fait, chez un athlète en développement, dans le fond, pendant sa croissance. Parce que, de toute façon, son corps est en constante évolution. Fait qu'on sait que ça va exacerber cette préoccupation-là si on lui impose ça. Puis en plus, puis là, je sais pas si tu me diras, en fait, je vais le dire exactement comme je le pense. Puis en plus, c'est comme tu vois des gens de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les physiques
avoir du succès. En tout cas, dans les sports que moi, avec lesquels je travaille plus, comme, tu sais, tout ça fait que en bout de ligne, c'est pas nécessairement, en fait, c'est pas un prédicteur de performance puis de résultats. Tu sais, comme, fait que ça, bref, des fois, puis ça, je sais que dans le milieu du football professionnel, là, moi, c'est une pratique qui me purge, littéralement, de dire, on va regarder le gars en chess puis on va assumer qu'il est en shape puis qu'il est un bon athlète. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, j'ai vu des personnes bedonnantes courir vraiment vite puis être très athlétique puis en fait d'être dans les meilleurs au pays, tu sais, puis c'est comme pourquoi ta job c'est pas un spectacle de culturisme là, on n'est pas sur Monsieur Olympia ou en tout cas bref, tu comprends ce que je veux dire, puis ça pour moi là c'est des affaires où est-ce que c'est des bases qu'il faut que ça change, puis c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Mais là je veux pas te retenir trop longtemps parce que je veux respecter mon engagement, tu sais, consultante, PhD, mère de 2 enfants, je comprends, ben en tout cas je pense comprendre une partie de ton horaire, mais ceci t'as dit allons dans les questions claires. Donc, si tu veux retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais? Moi, à 22 ans, je travaillais au Cirque du Soleil déjà. C'était ma première job. Ouais. Fait que je pense que j'étais une nutritionniste, en fait, qui était à l'écoute, mais en même temps qui voulait comme suivre un peu les lignes directrices, tu sais, qu'on m'avait inculqué, tu sais, dans mes stages, tout ça. Puis ça, je pense que si j'avais à me dire quelque chose à cette époque-là, c'est fais-toi plus confiance. Puis il y avait comme des choses, on dirait que j'avais comme des conflits de valeurs. Puis je me disais, OK, mais c'est ça que je suis supposée de faire, mais en même temps que la personne que j'ai devant moi, tu sais, est-ce que c'est la bonne chose? Fait que plus de se faire confiance, de faire confiance au côté humain puis à la relation qu'on développe en fond avec les athlètes. Parfait. Quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment? Un livre que j'ai lu, en fait, c'était pendant la pandémie, mais je te dirais que c'est, quand j'en recommande un, c'est celui-là, c'est The Gift of Imperfection de Brené Brown. Okay. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Je l'ai pas lu en tant que tel, mais ce serait quoi, mettons, le message clé que tu retiens de ce livre-là? Ben, le titre le dit, les cadeaux de l'imperfection. Ouais. Fait que, tu sais, pour justement tous les athlètes, tous les gens avec des PhD qui ont tendance à être un peu perfectionnistes, ça souligne justement un petit peu les bienfaits de pas viser la perfection, puis au contraire, tu sais, que ce soit pas notre objectif, c'est perpétuel puis un petit peu insatiable. Aussi. Ça ramène à l'excellentisme versus le perfectionnisme là, de Patrick Gaudreau, épisode 67, épisode très populaire de Temps d'arrêt pour ceux et celles qui l'ont pas écouté encore. Et dernière question, si tu veux mettre une citation sur un Jumbotron dans un aréna, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? C'est drôle parce qu'en fait, ça revient vraiment à ta question d'intro. Puis j'avais écrit la réponse d'avance, fait que c'est pas arrangé avec le gars des vues. Mais c'est vraiment, en fait, qu'un trouble alimentaire, c'est pas un sacrifice normal à faire, en fait, pour un athlète. Voulant dire qu'on assume que des fois, ça prend ça pour se rendre au plus haut niveau. Et en fait, ça mène un commentaire tantôt quand tu parlais de dire la normalité, là, puis je suis parti dans le Cine Costan. Une affaire que je voulais dire aussi, c'est quand tu es un parent ou une personne externe qui n'est pas directement avec l'athlète, de ne pas dire « Hey, c'est normal, là, c'est ta vie d'athlète, t'es nageuse en natation artistique, là, mais comme si tu veux te rendre aux Olympiques, c'est normal que tu fasses ça. » Comme non, il y a des affaires que c'est vraiment pas normal. Puis en fait, on n'est peut-être pas qualifié pour dire que c'est normal. Puis des fois, il faut faire attention à ce qu'on valide. Alexia, merci beaucoup de ton temps dans cet horaire chargé de consultante. J'apprécie vraiment beaucoup la conversation. Comme je dis tout le temps, quand les gens viennent, c'est parce que ça m'intéresse sincèrement le sujet. Je vais essayer de comprendre, aller plus loin. Puis c'est pour ça qu'on a fait juste une des 3 sections que j'avais préparées par rapport à tout ça. Mais d'ailleurs, avant de te laisser le mot de la fin, j'invite tout le monde à te suivre sur les médias sociaux. J'ai découvert ta page Instagram en me préparant pour l'épisode d'aujourd'hui et je vais la suivre et je vais la recommander aux gens autour de moi pour vraiment du beau contenu, du beau travail. C'est inspirant, vraiment. Ta page, elle est fantastique. Et là-dessus, avant de raccrocher au sens figuré, je te laisserai peut-être le mot de la fin. Bref, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent et puis comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Ben, peu importe que ce soit des entraîneurs ou des intervenants qui écoutent le podcast, c'est de se questionner comment est-ce que je peux faire évoluer cette course-là peut-être dans mon environnement de travail ou mon environnement de performance, c'est que ce soit d'aborder le sujet avec les athlètes, avec les autres intervenants de l'équipe de soutien intégré pour dire OK, est-ce qu'on va chercher une formation là-dessus, est-ce qu'on peut mieux s'équiper en fait comme équipe, parce que nous ce qu'on dit c'est qu'il y a un rôle dans le fond à jouer, puis un rôle hyper important dans la détection puis la prévention des troubles alimentaires en fait. Chez les athlètes.
Sinon, en fait, l'organisation, que j'ai mis sur pied avec ma collègue psychologue Jolie Richardson, ça s'appelle Dare to Fuel Performance. Puis, on est plus actifs sur cette page, en fait, Instagram ou Facebook là. Puis, notre mission, c'est vraiment, en fait, d'éduquer, soutenir, outiller tous les intervenants professionnels de la santé et du sport par rapport à la thématique des troubles alimentaires chez l'athlète. Parfait. Bien, on va mettre tout ça en référence dans la description de l'épisode sur toutes les différentes plateformes. Merci encore une fois. Et puis tout le monde, je vous dis à la prochaine fois pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.